Jérôme Moisan, votre réaction à vous après les mots de Gérald Darmanin à Marseille? Oh ben, il annonce 10 000 contrôles, ils seront tenus, la machine est bien rodée, on va mettre en place l'outil statistique, les chefs de service vont décliner ça sur les territoires et on aura les 10 000 contrôles. Après, reste à savoir si à l'occasion de ces contrôles, on verra vraiment des individus effectuer des rodéos, parce que les collègues généralement tombent sur ces rodéos de manière intempestive ou alors sur réquisition à l'occasion de leur service et pas forcément à heure dite, comme l'entendraient ces contrôles annoncés par le ministre. Donc bon, on est assez dubitatif sur le succès de ces nouveaux contrôles. Un mot sur cette attaque au mortier d'artifice contre un commissariat à Compiègne dans l'Oise la nuit dernière. 3 personnes ont été interpellées. Une patrouille de police avait d'abord été victime de jets de pavés dans le quartier sensible du Clos des Roses. Et c'est en rentrant au commissariat que des mortiers d'artifice ont été tirés contre le bâtiment. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le maire de la ville réclame l'appui de policiers nationaux supplémentaires. Votre réaction, Jérôme Moisan? J'ai envie de dire une affaire de plus. Une attaque de plus contre les forces de l'ordre. Oui, ça devient fréquent. Alors, ça s'exporte un peu d'Île-de-France. On est à Compiègne, finalement pas si loin. Bon, on attend finalement de voir quand ces individus seront mis à disposition de la justice quelle est la réponse qui sera donnée, puisque je rappelle que ces faits sont criminalisés depuis quelques années. Donc, comme très souvent dans ce genre de circonstances, la peine aura peut-être un effet pédagogique vis-à-vis des autres jeunes d'autres quartiers qui pourraient envisager d'attaquer des policiers dans leurs locaux. Les promesses du président de la République sont tenues. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Moisan? Oui, les 200 sont effectifs. La centaine annoncée, on verra à terme échu. Par contre, le ministre évoque des effectifs supplémentaires, ce sont des effectifs nouveaux, parce qu'il y a forcément du flux sortant à Marseille. C'est d'abord une grande ville dans la zone sud qui arrose les petites circonscriptions de sécurité publique. Donc je m'explique, il y a des collègues qui choisissent Marseille au départ de Paris parce que ça prend peu de temps, et une fois qu'ils sont à Marseille, ils envisagent de rejoindre une circonscription plus petite dans la PACA ou le Grand Sud. Et donc c'est autant d'effectifs qui disparaissent des tableaux de Marseille. Il y a évidemment aussi l'érosion liée à la retraite et d'autres départs. Donc on a la garantie que 200 sont arrivés, on nous promet 100 qui arriveront, mais moi je suis bien incapable de vous dire qu'à l'issue de ces 300 nouvellement affectés, on aura augmenté de 300 effectifs le nombre de fonctionnaires de Marseille. Oui, et puis aussi il y a la difficulté de redonner envie aux jeunes de rentrer dans la police, parce qu'on parle de moyens, mais on en a aussi souvent parlé sur ce plateau. Il y a une crise du recrutement au sein de la police, Jérôme Moisan. Oui, on a pu le constater de manière assez dramatique à l'occasion du recrutement des policiers adjoints. 1000 étaient inscrits, seulement 500 ont rejoint les bancs des écoles de police au début de l'été. Donc c'est 500 agents, fustiles auxiliaires, adjoints, qui manqueront dans les services, qui ne seront pas remplacés par des fonctionnaires titulaires, puisque ça réclame une année pour former un policier actif. 500 agents qui ont jeté l'éponge, oui. Finalement. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Quelle publicité à la police qui pourrait bien convaincre un jeune de la rejoindre? On voit des policiers qui sont victimes quotidiennement. On a en fait une profession qui est un peu ternie par les faits d'actualité. Et puis si ces jeunes ont des aînés dans l'institution, je pense aussi qu'ils souffrent du message qui peut leur être transmis, parce qu'il y a un vrai manque de sens pour les collègues qui sont en service. Il y a une vraie crise de vocation, particulièrement dans les métiers d'investigation. Si vous permettez, mon collègue délégué à Marseille disait qu'il manquait de caméras. C'est un fait. Le ministre porte la même réclamation envers le pouvoir politique local. Maintenant, ça augmente la surveillance du territoire, mais une fois qu'on a pu relever des infractions, il s'agit de poursuivre les auteurs de ces infractions. Et là, on a un vrai problème, c'est la crise de vocation dans l'investigation. On n'a plus de fonctionnaires qui veulent rejoindre les rangs
rangs des officiers de police judiciaire, parce que plus qu'ailleurs, dans la police nationale, l'investigation fait que les collègues ne retrouvent aucun sens à leur mission, parce qu'ils sont au tenant et aboutissant des affaires. Eh ben, ils voient les faits, ils s'évertuent à faire des procédures qui soient inattaquables sur le fond, puisque les avocats, sur la forme, pardon, puisque les avocats sont complètement rompus à cet exercice de faire casser les procédures. Et du coup, c'est au détriment du fond qui, lui, permet de matérialiser les faits, de faire tomber les délinquants et de permettre aux magistrats de les confondre. Et au bout du bout, une justice qui ne prononce pas forcément les peines attendues, des peines prononcées qui ne sont pas forcément effectives, comme on a pu le dire précédemment. Et tout ça mis bout à bout fait qu'on a des collègues qui ne voient plus le sens à leur action quotidienne. Et donc, ça conduit à cette crise de vocation qui est quand même assez significative dans les services d'investigation. Il y a un fossé qui s'est creusé entre justice et police judiciaire, clairement, si j'entends vos propos. Alors, pour préciser mon propos, on peut exprimer les choses de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre policiers et magistrats. Non, dans tous les cas, on a tout simplement une justice qui dysfonctionne aussi, qui manque clairement de moyens et notamment qui manque de places de prison. On a des magistrats qui prennent des décisions avec un compteur sous les yeux et qui souvent sont empêchés de pouvoir prononcer une peine de prison parce qu'on a déjà une surpopulation de ces prisons. On a aussi une politique pénale qui met tout en œuvre pour détourner les décisions de justice d'une peine d'emprisonnement. Et tous ces effets mis bout à bout conduisent au constat qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et ce que j'entends, c'est qu'on a deux institutions qui devraient travailler main dans la main et qui ne le font pas, en tous les cas pas comme elles devraient le faire au quotidien. En tout cas, les deux institutions conjuguées n'amènent pas l'efficacité qu'on a en droit d'attendre. Qu'on attend. Voilà, reportage assez stupéfiant dans cette cité, la Paternelle à Marseille, qui est une sorte de McDonald's de la drogue. Hein, vous avez vu avec les prix affichés sur les murs aux yeux de tous. Ça veut dire que c'est un marché qui est aujourd'hui connu de tous et totalement décomplexé. Comment de tels lieux peuvent exister quasiment librement dans notre pays, Jérôme Moisan ? On a développé pas mal de choses, notamment sous l'autorité de Gérald Darmanin, il faut l'admettre. On a pas mal contribué à stresser des points de vente. Maintenant, une fois qu'on a stressé les points de vente, on n'a pas empêché complètement la vente. La preuve en est. Le premier problème, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le chiffre d'affaires de ce business. On a des quartiers qui sont totalement dépendants de cette économie. C'est ça la réalité des choses. Et la solution, elle n'est sûrement pas que policière. Après, s'agissant des policiers, il n'y a que le quadrillage du terrain, la nuisance qu'on peut apporter à ce commerce illicite pour éviter qu'ils puissent aussi librement que ça, parce que vous avez raison, c'est choquant, vendre ces produits stupéfiants. Oui, parce que la police, les CRS qu'on voit patrouiller dans le reportage, ils sont totalement impuissants en réalité. Oui, et puis ils sont de passage, ce sont des forces mobiles et on les envoie ponctuellement dans un quartier sur un espace géographique et un espace-temps, le temps de la mission. Et puis donc ça stresse les points de vente, mais dans la minute qui suit leur départ, les points de vente reprennent. Moi j'ai une question à laquelle j'arrive toujours pas à répondre. Pourquoi maintenant ? On nous dit depuis 2004, il tient des propos qui vont à l'encontre de nos principes républicains, des propos misogynes, homophobes, antisémites. Ça fait près de 20 ans. Il n'a jamais été poursuivi pour ces propos. On décide de s'en occuper, de l'expulser seulement maintenant. Jérôme Moisan. Alors là, je ne saurais pas lever le mystère maintenant. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand même. On peut légitimement se poser la question. Maintenant, ce qu'il aurait fallu, si cet imam s'est mis en faute, c'est le confondre, tout simplement, le poursuivre. Apparemment, il y avait moyen de matérialiser des infractions. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi ? Il refuse d'être français, il n'a donc pas la nationalité française. S'il est confondu, on aura toute légitimité pour l'expulser, le reconduire dans son pays d'origine. Là, moi, je trouve qu'on est un peu en situation de faiblesse parce que, justement, on n'a pas fait le boulot d'un point de vue juridique. Jérôme Moisan, un mot sur ce sujet ? Eh bien oui, si on nous désigne des personnes qui sont en infraction sur notre territoire et qu'elles n'ont pas la nationalité, on pourra les reconduire et
je dirais qu'on y mettra un certain plaisir. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc il faut effectivement un travail politique. Il faudrait qu'il y ait de la concorde politique aussi autour du sujet, je pense. Parce qu'en fait, les premières victimes sont nos concitoyens de confession musulmane, finalement. Bien évidemment. Et ils sont nombreux à l'exprimer. Et bizarrement, ceux-là ne sont pas entendus.